Oui, on peut commencer. Voilà, je suis là. Donc, je vais enlever le masque. Vous pouvez agrandir Oui, la oui. diapo. Ouais. Je peux agrandir la diapo, donc nouveau partage, diaporama, c'est où? En bas, voilà. En bas, quel niveau? Bismillah. D'abord, je me présente, je suis docteur Djilali, pneumologue à l'EPH de Ruiba. Je suis chargé de vous dispenser le cours sur les pneumoconioses. Alors, vous remarquez que j'ai intitulé mon cours Pneumoconiose l'essentiel. Donc, on va se focaliser sur l'essentiel, ce qu'un médecin généraliste doit connaître. Donc, les pneumoconioses, c'est un vaste chapitre. Hein. Il y a des notions qui ne vous concernent pas directement. Donc, je vais juste vous résumer, vous donner un résumé détaillé sur le cours. Autre remarque pertinente, c'est que dans les slides, vous allez trouver des mots qui sont marqués en gras. C'est des mots-clés que vous devez normalement mémoriser. Hein. Alors pour cela, je vous propose le sommaire suivant. D'abord définition, ensuite classification des pneumoconioses. Il y en a une bonne vingtaine de pneumoconioses. Mais nous, on va étudier, on va détailler les deux principales pneumoconioses, à savoir la silicose et l'asbestose. C'est les pneumoconioses des pneumologues, on peut qualifier. C'est les pneumoconioses des pneumologues parce que c'est les plus fréquentes qu'on voit en consultation. Le traitement, on va parler du traitement, il n'y a pas grand-chose à dire sur le traitement. Et on termine par la prévention. Donc, pour la définition, le terme de pneumoconiose signifie, au sens strict, poumon empoussiéré. Ce sont des maladies professionnelles du poumon dues à l'exposition, à l'inhalation et la rétention intrapulmonaire de particules anorganiques, et non pas inorganiques, anorganiques d'origine minérale ou métallique. C'est des maladies graves à déclaration obligatoire qui ouvrent droit à une réparation. On y reviendra dans le traitement. Pour la classification, les pneumoconioses ont été classées en 3 catégories. Vous avez les pneumoconioses non sclérogènes, dites non sclérogènes, les pneumoconioses sclérogènes et les pneumoconioses mixtes. Les pneumoconioses non sclérogènes, on les qualifie également, on les appelle des pneumoconioses de surcharge. Parce que la particule inhalée, c'est une particule dite inerte. Inerte, ça veut dire qu'elle ne donne pas d'effet cytolytique ou cytotoxique. Et en plus, par conséquent, il n'y a pas d'altération de la fonction respiratoire. À titre d'exemple, on peut citer l'anthracose, c'est de loin la plus fréquente, c'est la pneumoconiose par inhalation de particules de charbon. La sidérose également, elle est fréquente. La particule, c'est du fer. La barytose, la particule, c'est le baryum. La talcose, le talc. La stanose, c'est l'éthane. Le deuxième type de pneumoconiose, on les appelle les pneumoconioses sclérogènes. Pourquoi sclérogènes? Parce qu'elles entraînent une sclérose du poumon, c'est-à-dire une fibrose pulmonaire. Car la particule inhalée, c'est une particule qui entraîne des effets cytotoxiques, c'est-à-dire une cytolyse avec
pneumoconiose non sclérogène, les pneumoconioses sclérogènes, en particulier la silicose et l'asbestose, qu'on va détailler. Et puis, il y a une troisième catégorie appelée pneumoconiose mixte. Donc, les poussières inhalées, dans ce cas-là, c'est des poussières composites, composées de particules inertes et des particules cytotoxiques. L'exemple type le plus fréquent, c'est l'anthracosilicose, c'est-à-dire l'association de la silicose avec l'anthracose. L'anthracose, c'est-à-dire le charbon. Alors, ça, c'est pour la classification. Donc, on va étudier en détail les deux principales pneumoconioses. La silicose, définition. Monsieur, on ne vous entend pas. Elle est inscrite au tableau numéro 25 des maladies professionnelles proposées par le Bureau international du travail, le BIT. C'est une maladie qui est explosée, donc on va faire un peu d'historique. Elle a explosé à la fin du 19e siècle, concomitamment, parallèlement avec le début de la révolution industrielle, dont la progression nécessitait beaucoup de minerais, en particulier le minerai de fer et de charbon qui servait à l'époque comme comme un genre de carburant pour les machines de l'époque. Ça, c'était la définition de la silicose. L'éthiopathogénie, il faut savoir que la silice libre se rencontre dans la roche cristalline qui représente 80% de l'écorce terrestre. Les trois roches les plus riches en silice sont le grès, le granit et l'ardoise. Le grès, c'est une roche qui permet de fabriquer de la céramique et de la porcelaine. Il existe trois types de silice. Le plus connu, c'est le quartz, que vous devez retenir. Donc, silicose, ça veut dire quartz. Les deux autres s'appellent la cristobalite et la tridymite. Alors, en raison des propriétés physico-chimiques exceptionnelles du quartz, en particulier sa grande résistance aux chaleurs et ses propriétés abrasives, le quartz, il est utilisé dans plusieurs domaines industriels. L'industrie mécanique, l'industrie électronique en particulier. Le risque silicogène est retrouvé dans les professions suivantes. Donc, c'est ce qu'il faut retenir, les professions exposées à la silicose. Alors, c'est l'exploitation d'industrie minière extractive, la métallurgie, en particulier le poste de fonderie, l'industrie du verre, l'industrie des matières réfractaires, c'est-à-dire la fabrication de faïence, de porcelaine et de céramique, les travaux de perçage de tunnels et de forage de puits d'eau et de puits de pétrole. Donc, c'est les principales professions exposées au risque silicogène qu'il faut retenir. La physiopathologie, il faut savoir que seules les fibres fines dont le diamètre est inférieur à 5 microns et non pas à 0,5 comme c'est écrit sur le slide, 5 microns arrivent au niveau du poumon profond, c'est-à-dire les alvéoles, c'est-à-dire le siège de l'hématose. Ces particules vont sédimenter, s'accumuler, le poumon ne peut pas les évacuer, les expulser, ni par le mucus, ni par la toux. Donc, ils vont sédimenter et provoquer in situ trois phénomènes, trois effets. Donc, tout d'abord, le macrophage alvéolaire, qu'on appelle les bourres du poumon, va phagocyter ces particules de silice. Il va les drainer à travers
le réseau lymphatique au niveau des ganglions médiastinaux, où ils vont s'accumuler à ce niveau-là et détruire bien sûr les ganglions. Le macrophage, donc, à un moment donné, va être détruit par la silice, la particule de silice. Le deuxième effet, c'est le recrutement des cellules immunitaires, en particulier les lymphocytes, qui vont libérer in situ de peptides de l'inflammation, c'est-à-dire des cytokines, en particulier la TNF, l'interleukine et les leucotriènes. Le troisième effet, c'est une prolifération, une hyperplasie des fibres collagènes au niveau du poumon profond. Ces fibres collagènes vont former des nodules fibrohyalines. Les nodules fibrohyalines, qui, je le rappelle, c'est la lésion anatomopathologique élémentaire qui est retrouvée dans les biopsies des poumons silicotiques. On y reviendra tout à l'heure pour la description dans le chapitre ANAPAT. Donc, ces nodules fibrohyalins vont proliférer dans le poumon profond et aboutissent à une sclérose de ce dernier. Et par conséquent, ils vont diminuer son élasticité et perturber l'hématose. À long terme, la perturbation de l'hématose va évoluer vers l'insuffisance respiratoire chronique. Donc, ceci, c'est pour la physiopathe. Maintenant, on va voir. Ici, vous avez quelques photos ici, on a la silice qui est vue au microscope électronique. Ici, les roches riches en silice. Vous avez ici la silice vue en tridimensionnelle. Dans le sable, on est riche. Vous avez ici les carrières de broyage des roches pour fabrication des asphaltes. Ici, vous avez la roche bleue, la pierre bleue qui est riche également en cellules et en silice qui est utilisée dans le bâtiment. Pour l'anapate, il faut savoir que la lésion élémentaire de la silicose est représentée par le nodule fibrohyalin. Au microscope, il se présente comme un nodule de 1 à 2 mm de diamètre, à limite nette, agencé en bulles d'oignon, fait de couches concentriques de tissu conjonctif acellulaire hyalinisé. Donc, ce nodule va être étudié dans les TP d'ANAPAT ultérieurement. Le tableau clinique de la silicose. Donc, il faut savoir que la silice apparaît après une exposition de 10 à 20 ans, ce qu'on appelle le délai d'exposition, et elle évolue en 3 stades. Le premier stade, c'est un stade de latence dit de latence clinique, c'est un stade asymptomatique, c'est un stade muet, et le diagnostic se fait par la découverte radiologique des lésions évocatrices de la silicose, donc au cours d'une visite médicale périodique, par exemple. Ce stade va évoluer vers un stade symptomatique qui se traduit essentiellement par des symptômes de bronchite chronique avec de la toux, de la dyspnée, des râles sibilants et des expectorations. Le stade ultime, c'est le stade d'insuffisance respiratoire chronique par perturbation de l'hématose qui va évoluer. Cette insuffisance respiratoire chronique va évoluer vers le cœur pulmonaire chronique, puis qui sera grévé d'épisodes d'insuffisance respiratoire aiguë qui nécessitent l'admission aux unités de réanimation. Et par la suite, au décours d'une insuffisance respiratoire aiguë, le décès peut survenir. Quel est le bilan à demander devant une silicose? D'abord, une radiographie thoracique. Les lésions, il faut savoir que les lésions de la silicose sont très évocatrices. Ils ont été répertoriés
répertoriée et décrite dans les rapports du Bureau international du travail. C'est l'organisme qui s'occupe des maladies professionnelles et qui travaille sous l'égide de l'OMS. Donc, sur le téléthorax standard, on peut retrouver deux types de lésions. Les petites dites en coquille d'œuf, les épaississements pleuraux, les bulles d'emphysème et les dilatations des branches. La caractéristique des lésions dans la silicose, ce sont des lésions qui touchent les deux poumons, ils sont bilatérales, ils sont symétriques, ils siègent dans les deux tiers supérieurs du poumon, ils prédominent également aux bases, au lobe supérieur, leur évolution est progressive. Le deuxième examen radiologique qu'on peut demander, c'est la tomodensitométrie, le scanner, dans le stade précoce. Et c'est un examen qui est plus fin, qui donne un aspect plus détaillé de la silicose dans les poumons. Troisième examen paraclinique, un bilan biologique standard, toujours demandé. La spirométrie, dans ce cas-là, dans la silicose, peut objectiver soit un trouble ventilatoire obstructif, soit un trouble ventilatoire mixte. Les gaz du sang, donc, objectif une hypoxémie qui signe le stade d'insuffisance respiratoire chronique. La bronchoscopie est demandée en cas d'hémoptysie pour rechercher une éventuelle tuberculose pulmonaire, une greffe tuberculeuse, un cancer bronchique, car la silicose c'est une lésion précancéreuse, ou bien pour une étude minéralogique pour asseoir le diagnostic. Le CG et l'échographie permettent de rechercher le CPC, le cœur pulmonaire chronique. Ici, vous avez quelques clichés de silicose. Ici, on a une coupe axiale de scanner. On voit les masses pseudotumorales qui sont concomitantes avec des lésions nodulaires disséminées. Ici, vous avez un téléthorax où on voit les lésions micronodulaires, surtout les deux tiers supérieurs, avec les calcifications qu'on a citées tout à l'heure, calcification ganglionnaire en coquille d'œuf. Les complications, il y a deux grandes complications. Il y a les complications spécifiques et les complications non spécifiques. Les complications spécifiques, ce sont les complications qu'on voit spécifiquement sur un poumon silicotique. C'est la tuberculose, le pneumothorax, la greffe aspergillaire, la nécrose des masses silicotiques, on appelle ça nécrose aseptique, le cœur pulmonaire chronique. Ces complications qui sont spécifiques à la silicose donnent droit à la majoration de l'IPP. L'IPP, ça veut dire l'incapacité partielle permanente. Capacité partielle permanente, c'est un pourcentage qui est fixé par l'expert, le médecin expert de la CNAS et qui permet d'apprécier la rente délivrée au malade, à l'ouvrier. Donc, on y reviendra à la fin dans le traitement sur l'IPP. Les complications non spécifiques, c'est les cancers bronchiques, c'est des complications qu'on peut retrouver chez tout le monde. Hein. Donc, c'est le cancer bronchique primitif, les hémoptysies, les suppurations pulmonaires et les insuffisances respiratoires aiguës. Le diagnostic, il est aisé. Il faut un interrogatoire détaillé, surtout la recherche du curriculum laboris. Curriculum laboris, labeur, c'est un nom latin qui veut dire travail, curriculum laboris, et bien sûr, la durée de l'exposition, le temps d'exposition. Et puis, il faut une image radiologique compatible avec le diagnostic de silicose.
Donc, après la silicose, on va voir l'asbestose, la deuxième pneumoconiose sclérogène la plus fréquente. La définition de l'asbestose, c'est une pneumoconiose due, et non pas pneumocoque, hein, pneumoconiose, due à l'inhalation, le dépôt de poussière d'amiante dans le poumon, entraînant la genèse d'une fibrose pulmonaire extensive. La maladie est inscrite dans le tableau numéro 30 des maladies professionnelles proposé par le Bureau international du travail. Elle implique une réparation et une prévention. L'éthiopathogénie de l'asbestose, l'amiante, c'est un silicate hydraté de chaux et de magnésie. Il se présente sous forme d'un minerai filamenteux et fibreux. On le retrouve dans la nature sous deux formes. L'amiante blanc, appelé chrysolite, et l'amiante bleue, appelée crocidolite. En raison de ses propriétés physico-chimiques de résistance au feu, l'utilisation de l'amiante sont multiples. Donc, les professions exposées à retenir, c'est l'industrie du textile, l'industrie du textile pour la fabrication d'un certain type de tissu. C'est un tissu incombustible parce que l'amiante, il a une propriété capitale, c'est son caractère calorifuge. Donc, c'est la fabrication des combinaisons pour les sapeurs-pompiers et pour les cosmonautes. Dans le bâtiment, donc on le mélange avec le ciment pour augmenter son résistance et son pouvoir calorifuge. L'industrie automobile pour la fabrication de garnitures, de plaquettes de frein et de joints. L'industrie navale et aéronautique parce que là, les fibres d'amiante, ce sont des fibres résistantes et c'est des fibres qui sont légères sur le plan pondéral. Pour la physiopathologie de l'asbestose, elle est identique, c'est le même mécanisme que la silicose. La différence, c'est que les lésions, le remaniement pulmonaire se fait par le biais de la fibre d'amiante. La résultante est la même, donc c'est la perte de l'élasticité du poumon et la perturbation de l'hématose qui va conduire à long terme vers l'insuffisance respiratoire chronique. Sur le plan anapathe, l'amiante peut entraîner des ordres histologiques divers dans le poumon responsables de pathologies non tumorales, fibrose pulmonaire, pleurésie hémorragique, calcification pleurale et également de pathologies tumorales telles que le cancer bronchique primitif. Donc l'asbestose, on peut la considérer comme une lésion précancéreuse, mais surtout le cancer de la plèvre appelé mésothéliome malin diffus qui est spécifique de l'asbestose. Le diagnostic de l'asbestose, c'est toujours l'anamnèse, la recherche de l'exposition professionnelle, les signes cliniques, de la toux, de la dyspnée, des râles crépitants, syndrome d'épanchement pleural, les signes radiologiques, les signes de PID, pneumopathie interstitielle diffuse, de fibrose pulmonaire, de pleurésie, de calcification pleurale, de tumeur pleurale et de tumeur bronchique. Parfois, il y a également une greffe tuberculeuse sur le poumon asbestosique. Et on peut pratiquer une étude minéralogique à la recherche au LBA de fibres d'amiante, qu'on appelle les corps asbestosiques. La spirométrie, puisque l'asbestose entraîne un PID, donc on a en général un trouble ventilatoire restrictif, avec trouble de la diffusion des gaz à travers la barrière alvéolo-capillaire par le calcul de la DLCO. Les gaz du sang, objectif une hypoxémie, une hypocapnie, en cas d'insuffisance respiratoire, ils traduisent le bloc alvéolo-capillaire. Vous avez ici un cliché, un téléthorax d'asbestose, donc il y a un épanchement pleural, surtout à droite, avec un épaississement de la plèvre pariétale et un syndrome interstitiel, une PID.
Pour le traitement, on arrive au traitement, après la définition, la classification, on arrive au traitement des pneumoconioses. Il n'y a pas de traitement curatif, il faut savoir qu'il n'y a pas il n'y a pas de traitement spécifique de la maladie. Le seul traitement, c'est un traitement symptomatique. Symptomatique, donc on traite les poussées de surinfection par des antibiotiques. On traite donc la greffe tuberculeuse par les antituberculeux. On traite les pneumothorax par le drainage. On traite la greffe aspergillaire par les antifongiques. On traite la dyspnée par les corticoïdes. On peut proposer également de l'oxygénothérapie au long cours à domicile par les extracteurs d'oxygène en cas d'insuffisance respiratoire chronique oxygénodépendante. Une greffe pulmonaire peut être proposée sous certaines conditions et dans la mesure du possible. Donc la greffe pulmonaire, on peut considérer ça comme le seul traitement étiologique des pneumoconioses. Maintenant, on va voir le rôle du médecin généraliste. Quel est le rôle du médecin généraliste dans les pneumoconioses? Le médecin généraliste doit établir un certificat médical descriptif en 3 exemplaires, et c'est le malade lui-même qui va déclarer la maladie professionnelle au niveau de la caisse d'assurance maladie à laquelle il est affilié pour une éventuelle réparation. La caisse de sécurité sociale, chez nous c'est la CNAS, va saisir un expert, médecin expert, en général c'est un pneumologue, ça peut être également un médecin du travail, qui à la suite de l'étude du dossier médical du patient va d'abord confirmer la maladie, le diagnostic. Il va évaluer l'incapacité partielle permanente, ce qu'on a appelé tout à l'heure l'IPP. On peut l'appeler également le déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire les séquelles fonctionnelles qui sont secondaires à la maladie professionnelle. Donc cet IPP, c'est un pourcentage, dépend de la gravité des séquelles. Donc, il varie entre 10 et 100%. Et le troisième rôle du médecin expert, après évaluation de l'IPP, il va fixer le montant financier de la rente. Le montant financier de la rente qui normalement doit être fixé par la sécurité sociale, la CNAS. Le montant financier de la rente qui sera versé au malade périodiquement par l'organisme assureur. La prévention en matière de pneumoconiose, elle est très importante. Donc, il faut privilégier la mécanisation pour l'extraction du minerai. Il faut lutter contre la poussière au milieu professionnel par la mécanisation de l'extraction minière, par la ventilation des locaux et ateliers, par le port de masques filtrants et la pose des détecteurs de taux d'empoussiérage. En conclusion, il faut retenir 4 points. Donc, ce n'est pas 3 points, c'est 4 points. Premièrement, il faut savoir que le premier point, le diagnostic est basé sur l'anamnèse, le curriculum laboris, plus l'imagerie. Le deuxième point, il faut savoir que le traitement des pneumoconioses, c'est un traitement exclusivement symptomatique. Le troisième point, il faut savoir que la réparation dépend de la déclaration de la maladie. Et le quatrième point, il faut savoir enfin que la prévention est capitale et normalement, c'est le rôle du médecin du travail. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant ce cours. Je suis désolé pour les différentes interruptions.
Et je vous remercie. Merci, monsieur. Merci, au revoir.